Donc, je suppose que certains participants viendront nous rejoindre. Bonjour à tous. Bonjour. Pascal Louis, URPS Bourgogne-Franche-Comté. Merci de nous rejoindre et de venir prendre cette information sur la vaccination papillomavirus et nous suivre sur cette manifestation organisée avec les laboratoires MSD. Pour information, sachez que cette retransmission est enregistrée puisqu'elle sera mise ensuite sur les réseaux. Euh, vous l'avez peut-être entendu pour ceux qui étaient déjà là, pour les questions, on vous propose d'intervenir par le chat après chaque intervenant. Il y aura 4 intervenants. Et voilà, et je propose qu'on lance immédiatement cette réunion en donnant la parole à Laurent Daven sur la partie légale, disons, de la vaccination. Laurent, c'est à toi. Tu n'as pas ton micro, hein, ton micro n'est pas branché. Oui, c'est bon là? Excusez-moi. Oui. Bonjour à tous, merci. Laurent Daven, président de l'Ordre des pharmaciens. Donc moi, je vais simplement vous rappeler un petit peu à tous le cadre de la vaccination à l'officine tel qu'il a été défini par l'arrêté du 8 août 2023. Voilà, cet arrêté du mois d'août 2023 a élargi les compétences vaccinales des pharmaciens d'officine, à la fois pour la prescription et l'administration, et donc il définit également les conditions dans lesquelles seront réalisés ces vaccins. Donc, quel vaccin pour qui? Voilà. Donc les vaccins concernés sont tous les vaccins du calendrier de vaccination en vigueur, aux personnes de 11 ans et plus, à l'exception des vaccins vivants atténués chez les personnes immunodéprimées. Alors il y a petit bémol, c'est que la prescription n'est pas possible pour les pharmaciens pour les vaccins atténués. Par contre, l'administration peut être réalisée sous le contrôle d'un médecin ou avec l'accord du médecin. Et bien sûr, les vaccinations un peu connexes qui sont la grippe et le Covid qui n'est pas marqué là, mais pour les personnes de 11 ans et plus. Voilà, donc à noter que la vaccination des voyageurs, que ce soit la prescription ou l'administration, n'est pas dans le champ des compétences des pharmaciens. Voilà les vaccins et les populations. Quelles sont les conditions de compétence pour assurer ces vaccinations ou ces prescriptions? Soit les pharmaciens sont formés dans le cadre de la formation initiale, soit ils suivent une formation qui est définie par arrêté ministériel. Ça, c'est tous ceux qui l'ont suivi l'ont fait. Ça peut être aussi l'objet enfin, vous pouvez faire votre DPC avec ces formations, donc c'est aussi intéressant. Voilà, donc l'administration, qui était dispensée avant, enfin les pharmaciens qui avaient été formés à l'administration de vaccins avant, cet arrêté, bien sûr, sont dispensés de refaire cette formation. Par contre, ils doivent suivre une formation pour la prescription. Voilà. Alors les conditions techniques, à respecter, bien sûr, c'est l'environnement. Il va pouvoir avoir des locaux adaptés, donc un espace de convivialité qui n'est pas forcément celui, spécifique, mais qui est nécessaire pour toutes nos nouvelles missions. Il faut bien sûr avoir, un espace convivial, un espace, une table, un bureau, une chaise ou un fauteuil pour installer les personnes, disposer d'un point d'eau ou de solution hydroalcoolique, d'avoir bien sûr une enceinte réfrigérée, avec un suivi, des températures pour le stockage des vaccins, mais ça c'est pas exclusivement, il y a pas que pour les vaccins. Du matériel nécessaire pour injecter les vaccins, des compresses, et cetera, et cetera. Des dispositions pour éliminer les gastries produites et d'avoir une trousse de première urgence, notamment des solutés d'adrénaline qui seront injectées non pas, avec, bien sûr l'avis des SAMU, compétents, et du matériel informatique pour la traçabilité, pour enregistrer les vaccins, pour enregistrer les lots et pour vos documents, éventuellement vos procédures. Ça, c'est le minimum aussi. Voilà, donc ça, c'est les conditions techniques. Et puis, pour la partie administrative, il vous faut, puisque l'ordre et les ordres, pas uniquement le pharmacien, mais les ordres aussi pour les sages-femmes, les infirmiers sont, heu, par le pouvoir public, responsable de la compétence des pharmaciens ou des personnes vaccinantes. Donc il faut enregistrer, déclarer son activité de vaccination
et de prescription et ou de prescription sur son site, sur sa partie personnelle du site de l'ordre. Voilà, donc préciser l'activité, si on est prescripteur ou administrateur, préciser ses formations suivies et joindre ces dispositions, enfin ces attestations pour que ce soit enregistré. Bien sûr, les étudiants de troisième cycle ne déclarent pas ces activités à l'ordre. Ils sont, sous la supervision de leur maître de stage. Voilà. Alors, bien sûr, tout ça, c'est un résumé, très rapide, mais vous avez, je vous conseille d'aller sur le site de l'ordre pour, avoir toutes ces informations. Vous avez, comment déclarer votre activité vaccinale. Vous avez, dans le cadre de la qualité sur le site, de la qualité officinale, des mémos qui résument et qui définissent tout ce qui, nécessaires pour bien vacciner et comment le faire. Vous pouvez les éditer, les mettre dans des cahiers de procédure. Vous avez un tableau qui est très bien fait aussi sur les compétences, des sages-femmes, des pharmaciens et des infirmiers qui a été édité par, Vaccination Info Service, qui vous dit, voilà, vous pouvez vacciner avant 11 ans, plus après 11 ans, si c'est des vaccins atténués, par atténués et cetera. Donc tout ça, je veux dire, j'ai été très rapide pour ça, mais allez sur le site de l'ordre, vous avez tous les liens pour tous ces tableaux-là et toutes les informations nécessaires pour pouvoir, avoir toute l'information sur ce que vous pouvez faire dans le cadre des vaccinations en général et du papillomavirus, bien sûr, en particulier. Voilà, donc je vais repasser la parole à Pascal, sur le suivi, de cette, vaccination. Je crois qu'il y a une question, j'ai vu apparaître une question. Qui est-ce qui les gère? Alors, est-ce que j'ai la Nordine peut-être, question? Non. non? Doit-on refaire la déclaration tous les ans ou est-ce à déclarer une seule fois? Voilà la question qui est posée. Non, bien sûr, une fois que vous avez fait votre formation, sur l'administration ou la prescription, bien sûr, une fois que vous l'avez déclaré, votre compétence est considérée comme définitive, hein. De même que les nouveaux, pharmaciens qui vont sortir, de la faculté, bah, ces capacités, ces compétences seront dispensées dans le cadre de leur formation universitaire. Donc il n'y a pas besoin de se redéclarer pour ces formations. Voilà. Ah, peut-être que l'ambiguïté vient du fait qu'il y avait un enregistrement Oui. préalablement sur l'administration à l'ARS et qui maintenant se fait à site de l'ordre. Donc bien sûr, vous n'avez pas dans ce cadre-là à redéclarer votre vaccination administration, sur le site de l'ordre puisque vous l'aviez déclaré à l'ARS préalablement. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, visiblement non, je vais prendre la main sur le sujet qui concerne l'URPS Bourgogne-Franche-Comté. Je vais vous faire part d'une initiative qui va vous faciliter l'amélioration de la couverture vaccinale. Si on fait un constat, le, le pharmacien vaccine, les pharmacies vaccinent. Je crois qu'on est de l'ordre de 90% des pharmacies qui vaccinent. Deuxième constat qui est moins connu, les pharmaciens se sont formés à la prescription. Mais troisième constat, c'est que toutes ces pharmacies qui se sont formées à la prescription n'ont pas complètement franchi le pas ou le franchissent d'une façon un peu timorée. Et on peut très bien les comprendre. On n'a pas été formé par nos études pour ce genre de choses. On l'apprend un petit peu sur le terrain et avec les formations obligatoires auxquelles on participe, bien évidemment. Donc, l'URPS cherche une solution pour aider ces pharmaciens à briser cette barrière et à prendre plus d'initiatives. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on attend de nous. On attend de nous qu'on nous vaccine, mais on attend de nous qu'on améliore la couverture vaccinale. C'est absolument important, puisque vous savez qu'en France, on n'est pas très performant à ce sujet-là. Donc, pour améliorer la couverture vaccinale, il faut que les pharmaciens prennent l'initiative de proposer des vaccinations à nos patients. Pour cela, on a contacté un professeur de Bordeaux qui s'appelle Jean-Louis Queuc, que vous connaissez à travers une application que nous vous avions déjà mis à disposition qui s'appelle mesvaccins.net. Une très belle application, très professionnelle. Je sais que certains d'entre vous continuent de l'utiliser. Mais il offre également un deuxième service qui nous intéresse, à mon avis, encore plus dans la démarche que je viens de vous expliquer. C'est un outil qui s'appelle Mentor.
Alors, pour information, Jean-Louis Cook travaille avec plusieurs URPS déjà, travaille également avec plusieurs ARS, dont la nôtre, pour le suivi des vaccinations scolaires, hein. Donc, on n'est pas parti à n'importe où non plus, avec n'importe quel partenaire. C'est un partenaire très significatif sur l'amélioration de la couverture vaccinale. Cet outil Mentor vous permet de décider la vaccination d'une façon extrêmement simple. Vous êtes sur l'outil, vous allez taper l'âge de la personne, que l'âge de la personne, et il va vous dire, bah, cette personne, elle va avoir ce vaccin, ce vaccin, ce vaccin, etc. Vous allez y ajouter éventuellement, il va venir vous voir pour un Repevax ou je ne sais. Vous allez devoir taper la date de la précédente vaccination de ce vaccin. Et il vous proposera à quelle date doit être fait le rappel. Il va venir en disant je suis diabétique. Vous allez avoir mis sa date de naissance et vous mettez qu'il est diabétique. Et c'est tout. Et il va vous proposer les vaccins qui doivent être préconisés à ce patient en fonction de sa pathologie et de son âge. Vous voyez que ça ne peut guère être plus simple. Je vais vous prendre quelques exemples. On est sur un séminaire HPV. Je l'ai testé, quelqu'un qui vient, avec ses parents, les parents disent on a vacciné, on a fait une injection papillomavirus à 13 ans. Il a 19 ans, le jeune. On va vous indiquer qu'il suffit d'une seule vaccination. Par contre, s'il a fait une vaccination à 15 ans, j'espère que les professionnels intervenants ensuite ne me contrediront pas, mais enfin, c'est ce qui est indiqué dans cet outil Mentor extrêmement bien référencé. S'il a fait une vaccination à 15 ans, il devra faire 2 rappels à l'âge de 19 ans. Femmes enceintes, vous savez qu'on doit intervenir sur les femmes enceintes et les accompagner par un entretien. Eh ben, vous tapez sur l'outil Mentor, la dame est enceinte. Et ça va vous envoyer les préconisations de vaccination. Le ROR, né avant 80 ou né après 80, quelles sont les préconisations à apporter à vos patients? On pourra vous le dire. Tout ça tiendra compte également de nouveaux calendriers vaccinaux qui a quand même radicalement été modifié et qu'il va falloir intégrer. Donc, ce n'est pas si évident que ça. Donc, cet outil va vous aider également. Alors, on n'est pas tout à fait dans le sujet, mais vaccination des voyageurs, c'est une question que l'on vous pose également relativement souvent en pharmacie, même si nous n'avons pas le droit à ce jour d'administrer les vaccins. Pour autant, on peut parfaitement préconiser les vaccinations demandées. Cet outil va vous le donner. Donc, vous voyez, le but, et j'en terminerai quasiment là-dessus, c'est débloquer la volonté du pharmacien de vacciner avec sa réticence qu'il peut avoir parce que jusqu'à maintenant, à quelques exceptions près, on ne prescrit pas. Donc là, on pourra préconiser des vaccins en toute sécurité avec un outil extrêmement performant. L'URPS a également décidé de s'engager financièrement sur cette inscription. On n'a pas encore signé le contrat, mais tout est validé, ça va se faire dans les jours à venir. Cet outil, l'inscription, le Dr Keuk nous a fait un prix tarifaire intéressant de 100 € par an. Et l'URPS prendra en charge les 2 tiers de cette somme. On a quand même laissé une somme à la charge du pharmacien parce qu'il faut qu'il y ait une implication modique, mais vous voyez, elle va être de l'ordre de 30 €. Et franchement, la facilité de cet outil, j'espère, lèvera les barrières et nous aidera à faire ce que l'on attend de nous, c'est-à-dire améliorer la couverture vaccinale. Voilà, j'en ai terminé. Vous recevrez très prochainement toutes les indications de la part qui vous sera envoyée par Dalila, comme vous avez l'habitude, et qui vous permettront de souscrire à cet abonnement de cet outil qui s'appelle Mentor. Vous y trouverez également mesvaccins.net, l'outil d'inscription tel qu'il existe depuis des années. Après, vous verrez si c'est pertinent ou pas. C'est vrai qu'il y a également les inscriptions automatiques dans mon espace santé avec le Ségur de la santé. Donc, ce sera à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Alors, j'ai un commentaire, super idée, ben, ça fait plaisir. Merci, je prends avec grand plaisir. Cet outil est-il accessible à tous, compatible avec LGO? Alors non, il n'est pas intégré au LGO pour le moment.
Je sais que Jean-Louis Coq travaille également en proximité avec la DNS, la Direction du numérique en santé, pour intégrer cet outil dans l'outil Ségur. À ma connaissance, pour l'instant, c'est pas fait. Mais vous allez voir que vous allez sur le web, vous vous connectez, franchement, et en 10 secondes, vous avez l'outil Mentor qui apparaît et qui vous permettra de décider de ce que vous devez faire en matière de conseil vaccinal. Voilà, j'en ai terminé. J'ai la conversation sous les yeux. Je pense qu'a priori, il n'y a pas de questions. Eh bien, écoutez, on continue. Nordine, si je vous passe la main pour. Je ne connais pas l'enchaînement des intervenants à venir, donc je vous laisse intervenir. Merci Pascal. Donc là, pour le coup, on va laisser la main au professeur Mougin, donc pour faire effectivement un topo un petit peu plus spécifique sur les pathologies HPV. Je vous donne la main donc, Christiane, et je me charge donc de partager votre présentation. Vous pouvez mettre en plein écran? Voilà. Vous m'entendez? Parfaitement, oui. Bon. Bonjour à toutes et à tous. Donc, j'ai 15 minutes pour parler d'un sujet sur lequel j'ai travaillé pendant presque 40 ans, à savoir les papillomavirus humains. Et donc, je vais vous parler de façon assez synthétique des conséquences et de la prévention de l'infection, je dirais plutôt des infections à papillomavirus humains. Je suis professeur émérite à l'université. Non, non, pas si vite. Nordine, voilà. Je vous donnerai le feu vert. Je suis professeur émérite à l'université de Franche-Comté, retraité depuis quelques années, et je continue à œuvrer pour cette vaccination anti-papillomavirus. Diapositive. Alors, les papillomavirus, on parle de HPV. Alors, HPV, ça vient de Human Papillomavirus, pour papillomavirus humain. Ce sont des virus qui appartiennent à une très, très grande famille, la famille des papillomaviridae. Il faut savoir que des papillomavirus, ils infectent l'homme, mais il y a aussi des papillomavirus qui infectent finalement le monde animal, que ce soit le chat, le chien, les bovins, les ovins, les équidés, mais aussi les poissons, les oiseaux. Ceux-là, on ne va pas en parler. On va parler que des papillomavirus humains ou HPV, dont on connaît à l'heure actuelle plus de 200 types. Et ces virus, je vous passerai la diapositive quand je vous le dirai. Et donc, ces papillomavirus sont classés en genre. Alors, vous voyez ici, je n'ai pas la main, donc c'est difficile à montrer, en genre alpha, bêta, gamma, nu et mu. Alors, les genres bêta, gamma, nu et mu incluent des papillomavirus qui infectent spécifiquement la peau et qui sont responsables de verrues cutanées, que ce soit les verrues plantaires, les verrues palmaires et tout autre type de verrues. Les papillomavirus qui vont nous intéresser aujourd'hui sont surtout les papillomavirus du genre alpha. Et certains infectent la peau, mais on va passer très vite. Pour les alphas, on voit effectivement, vous voyez, il y a du gris, du rosé et du jaune. Je suis obligée de parler comme ça parce que je n'ai pas la main, hein. Et donc, si on regarde dans le groupe jaune, en fait, on a des genres, mais on a aussi des espèces et des types. Et vous voyez tout en bas du jaune, vous avez les HPV de type 6 et 11, qui sont des virus qui sont responsables de verrues anogénitales, qu'on appelle plus spécifiquement en langage médical des condylomes. Vous avez en rose au milieu, en fait, des papillomavirus qui infectent, enfin, qui sont dits plus spécifiquement à haut risque. Et on voit par exemple tout à fait à droite le papillomavirus de type 16 et des cousins germains, je dirais le 31 et autres. Et puis, donc ça fait partie d'une certaine espèce. Vous avez ensuite les autres, le 33 et le 52, le 58. Alors pourquoi 52, 58 sont là? Ce sont des virus que l'on retrouve beaucoup dans les pays d'Asie, par exemple, et qui sont inclus pour être ciblés par les vaccins. Et vous avez à l'extrême gauche du petit truc rosé, l'HPV de type 16, 18, je veux dire, avec son cousin germain, le 45. Alors, ces papillomavirus qui sont en rouge sur ce schéma, eh bien, ce sont ceux qui sont les plus à risque. Diapositive suivante. Et on a 12 à 13 HPV à risque oncogène. Et ces papillomavirus à risque oncogène, on va le voir, sont transmis par voie sexuelle. Transmis par voie sexuelle, ça ne veut pas dire obligatoirement pénétration sexuelle. Ces virus peuvent être transmis par contact
de peau à peau, en l'occurrence. Et donc ça, c'est important à le noter. Il n'y a pas besoin obligatoirement d'avoir une pénétration pénienne pour être infecté par un papillomavirus. Diapositive. Alors, ces papillomavirus humains sont des infections enfin, ce sont des virus qui sont très fréquents et en fait, ils sont plus le marqueur d'une activité sexuelle. Ce sont les virus les plus fréquents, bien avant les chlamydia, enfin les clames et puis les gonos. Et donc, je dirais personnellement que c'est plutôt un marqueur bénéfique de vie sexuelle. Seuls les nonnes, à notre connaissance, ne font pas de cancer du col de l'utérus. Donc, je répète, ils infectent la peau et les muqueuses anogénitales, mais également orales. Alors, les muqueuses orales, on va voir tout à l'heure, elles sont infectées. Pourquoi? Parce que les comportements sexuels ont été un petit peu modifiés au cours des dernières décennies. Et on verra que ces HPV sont responsables de cancer des amygdales en l'occurrence. Donc, j'aurais dit 200 types de papillomavirus humains sont connus à ce jour. 40 types peuvent infecter le tractus anogénital, mais seulement 12 à 13 sont à très haut potentiel oncogène. Alors, ceux qu'on dit, par exemple, les 6 et 11 qui sont responsables des verrues, on dit qu'ils sont à bas risque. Pourquoi à bas risque? Parce qu'on ne les a jamais retrouvés seuls dans les tumeurs les milliers de tumeurs qui ont été analysées. On peut retrouver du 6 et du 11 parfois associés à du 16 ou du 18, mais jamais seuls. Donc, c'est pourquoi ils sont dits à bas risque et leur activité biologique aussi a permis de démontrer dans des modèles fondamentaux qu'ils n'induisaient pas de cancer. Alors, chose importante sur laquelle j'aimerais insister, parce qu'il y a des choses sur lesquelles j'aimerais insister. 10 à 20% maximum des infections à papillomavirus vont persister au cours de la vie. C'est pas à 100%. Ce qu'il faut expliquer effectivement aux patients qui peuvent être infectés, c'est que leur système immunitaire en général fonctionne bien et que dans 90% des cas, les infections seront éliminées au bout de 3 ans. Si ces infections ne sont pas éliminées, elles vont être susceptibles de provoquer des lésions précancéreuses, lesquelles lésions précancéreuses, si elles ne sont pas dépistées et si elles ne sont pas traitées, pourront conduire au développement de cancer et en particulier du cancer du col de l'utérus que l'on connaît très, très bien. Diapositive. Alors, quelles sont les conséquences? C'était pas du tout cette diapositive que j'avais mise, mais bon, vous l'avez changée. Quelles sont les conséquences de l'affection HPV en France? Sont responsables de 6 types de cancers. Alors, si on regarde, je suis un peu perdue là parce que vous m'avez fait un gag, Nordine. Chaque année en France, les HPV sont responsables de cancer du col de l'utérus, c'est plus de 3000 cancers, mais aussi de lésions précancéreuses dont on reparlera d'ici quelques instants. 35 000 lésions précancéreuses, c'est énorme, ça concerne les jeunes femmes qui ont à peine 30 ans. Ces virus sont aussi responsables de la cancer du vagin, du cancer de la vulve, mais aussi de cancer des voies aérodigestives supérieures et des cancers de l'anus. Alors, chez l'homme, on va voir également des cancers des voies aérodigestives supérieures. Et là, si on regarde le chiffre, c'est 1300 versus 380, c'est-à-dire qu'on a 4 fois plus, enfin 3 à 4 fois plus de cancers des VADS, des voies aérodigestives, en particulier des cancers de l'amygdale chez l'homme. Et ceci est lié au comportement sexuel, en particulier chez l'homme, heu, aux contacts orogénitaux. On a effectivement aussi des cancers liés à l'anus, c'est pas surprenant puisque ces virus, on les retrouve au niveau de toute la sphère anogénitale et on en a davantage d'ailleurs de cancers de l'anus chez la femme, 3 fois plus que chez l'homme, environ donc 1200 versus à peu près 400. Chez les hommes, les cancers de l'anus sont très importants, en particulier chez les sujets immunodéprimés ou chez les sujets homosexuels. C'est pourquoi il y avait eu une recommandation qui peut nous perturber et qui est prête à confusion. À côté de ça, donc, au total, c'est pas 6 400 cas de cancer par an, c'est pratiquement 7 400 cancers par an et un tiers des cancers concernent l'homme. Alors pour les messieurs qui sont présents, chez les femmes, on élimine l'infection en règle générale, on a un pic aux alentours de 25 ans et ensuite on élimine notre infection pour avoir à peu près moins de 10 d'infection au niveau, génital chez la femme que chez l'homme, au niveau génital, eh bien, il est en permanence infecté. On a toujours quasiment le même taux d'infection au niveau pénien, à savoir 40 chez les hommes européens, un peu plus, chez les hommes du continent d'Amérique du Nord et un peu moins dans les pays asiatiques. Donc
ceci est d'une importance majeure. Les gens ne savent pas, les hommes ne savent pas qu'ils sont infectés, qu'ils sont porteurs de ces virus. Ce sont les véritables réservoirs des virus HPV qu'ils vont transmettre à leurs partenaires, qui, elles, seront, si elles avaient éliminé le virus, peuvent être à nouveau réinfectées. Ces virus sont responsables de 35 000 lésions précancéreuses du col de l'utérus. Alors, les lésions précancéreuses du col, je vais vous en parler d'ici quelques instants, si tant est que j'ai la bonne diapo, et de 100 000 nouveaux cas de condylomes anogénitaux chez l'homme et chez la femme. Diapositive. Diapositive. Alors, eh ben, c'est pas du tout ça que j'avais vu, de toute façon. Sur le diaporama que j'avais effectivement des lésions. J'avais montré une lésion du col de l'utérus, d'un cancer du col de l'utérus, qui est une lésion absolument épouvantable, et une lésion de l'anus. Alors, la lésion du cancer du col de l'utérus, on ne doit plus, à l'heure d'aujourd'hui, voir de cancer du col de l'utérus. Malheureusement, 2 jeunes filles que je connais personnellement ont un cancer du col de l'utérus invasif à 38 ans. Donc ça, c'est un scandale, des pouvoirs sanitaires, des médecins, je ne sais pas de quoi, mais enfin bon. Et le cancer de l'anus, eh bien, on en a de plus en plus. Ce n'est pas surprenant puisque ces virus vivent au niveau de la sphère anogénitale. Et vous imaginez un cancer de l'anus, les traitements sont très compliqués, ça se termine souvent par une amputation anale. Alors, à côté de ces cancers, donc, on a les cancers ORL qui sont assez insidieux, qu'on ne connaît pas très bien. Il y a beaucoup de choses sur Internet où vous trouverez des commentaires de jeunes hommes qui se sont retrouvés avec des cancers ORL, lesquels cancers ORL étaient attribués jusqu'à il y a peu de temps à l'alcool et au tabac. Mais malheureusement, en France, on a plus de 40% des cancers de l'amygdale maintenant qui sont liés à papillomavirus humain. Aux États-Unis, pour vous donner une idée, c'est que les cancers des voies aérodigestives supérieures ont largement dépassé les cancers du col de l'utérus. Et les autorités de santé américaines préconisent de vacciner pour lutter contre ces vaccins, pour lutter contre ces cancers des voies aérodigestives supérieures. Alors, à côté Excusez-moi de... Oui, excusez-moi de vous interrompre, Christiane. Alors oui. effectivement, c'est pas la bonne version. Est-ce que vous souhaitez que je reprenne la bonne? Bah, oui, parce que ça m'embête, Oui. parce qu'il y a des choses que j'ai corrigées en cours, et Oui, donc là, alors désolé. Attendez, j'arrête le partage juste 2 petites je suis un secondes. peu perturbée. Et en plus, je suis obligée d'essayer de me douter de ce qu'il y a dans... Et je reprends la bonne version, juste 2 petites secondes. Je suis vraiment désolé. M'excuserez si ça prend un petit peu de temps, hein, j'avais chronométré 15 minutes, mais bon. Pendant que Nordine fait le réglage, si on avait besoin d'être convaincu de la pertinence d'inciter à la vaccination, je crois que cette J'ai pas fois-ci, fini, mais... oui, non, mais Bon. c'est pas une conclusion, je vais vous Oui, laisser oui, la oui, parole, oui, bien oui, sûr. oui. Voilà, donc ça, c'était le schéma que je vous avais, c'était le diaporama sur lequel j'insiste. En France, les HPV sont responsables du cancer du col de l'utérus, mais pas seulement. Et je trouve que cette diale est beaucoup plus lisible. C'est ma pomme qui l'a faite, enfin qui l'est faite, je dirais. On voit bien effectivement la distribution des cancers dans les deux sexes et avec donc les cancers des VADS avec 1300 cas et 380 cas chez la femme. Donc, je vais pas revenir là-dessus. Vous aurez probablement ce diaporama ultérieurement. Diapositive. Donc, et vous pouvez encore faire un double clic. Voilà. Et donc, vous avez à droite un cancer du col de l'utérus. Et c'est un cancer du col de l'utérus qui est visualisé après application d'acide acétique. Je peux vous assurer que, effectivement, comme disait mon collègue, le professeur Didier Rittmüller, qui maintenant est à Grenoble, eh bien, d'ici quelques années, on viendra en France pour voir les cancers du col de l'utérus qu'on ne voit plus dans certains pays, et en particulier en Australie, en Angleterre, dans les pays nordiques, au Portugal, en Espagne, etc. Et en bas, un cancer de l'anus dont je vous ai parlé il y a quelques instants. Donc, il faut retenir 6 types de cancers, 7 000 nouveaux cas par an, c'est des dizaines de milliers de cas en Europe, donc un tiers chez les hommes, c'est non négligeable quand même. Alors, c'est un tiers de cancers chez les hommes, mais les hommes sont quand même des bons transmetteurs et des bons réservoirs de virus. Diapositive. Voilà. Et donc, ces HPV, s'ils ne sont pas éliminés, sont susceptibles d'entraîner effectivement des lésions précancéreuses. Ça représente 35 000 nouvelles lésions précancéreuses qui sont dépistées chaque année, qui sont dépistées.
parce qu'il y en a qui ne sont pas dépistés. Et ces lésions de haut grade du col de l'utérus, ce qu'on appelle les CIN2, CIN3, qui sont systématiquement traitées par conisation. Alors, il faut savoir que ces CIN2, ces CIN3, ces lésions, eh bien, on les identifie chez les femmes aux alentours de 28-30 ans, voire chez des femmes qui peuvent être plus jeunes quand elles ont eu des rapports sexuels précocement. Alors, enlever un bout de col, eh ben, ce n'est pas anodin du temps qu'on n'enlève pas les 3/4 du col. Cette intervention peut effectivement avoir des conséquences sur le plan obstétrical. C'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, les femmes ne font plus des enfants à 20 ans comme au siècle dernier ou à 22 ans. Elles font souvent des enfants après 30 ans et de 16 à 15% des femmes, 7 à 5 à 15% des femmes vont accoucher prématurément avec des bébés avec des petits points de naissance. Les verrues génitales, vous avez une image ici avec des verrues génitales au niveau donc du périnée, au niveau de l'anus, au niveau du pénis. Ces verrues génitales, ça représente 50 000 nouveaux cas par an chez l'homme et 50 000 nouveaux cas par an chez la femme. Alors, je ne sais pas, je ne pense pas que les pharmaciens voient ces patients-là. Ce sont des patients qui sont très jeunes, qui ont environ 25 ans. Ces lésions sont très contagieuses chez les sujets très jeunes qui n'osent pas aller chez le médecin. Moi, j'ai été contactée, j'ai vu plusieurs jeunes qui sont venus me voir, me parler de leurs verrues. Ils sont dans un état psychologique absolument épouvantable parce que vous avez des verrues plein le pénis, plein la vulve, plein la région anale. C'est un gros retentissement sur la qualité de vie physique, psychologique et émotionnelle. Diapositive. Alors, l'objectif de l'OMS, c'est d'éliminer le cancer du col de l'utérus dans le monde entier d'ici la fin du siècle, parce qu'on sait que c'est le premier cancer dont on sait qu'il est quasi 100% induit par papillomavirus humain. Donc, la stratégie de l'OMS pour 2030, c'est de vacciner 90% des jeunes filles avant l'âge de 15 ans dans le monde, sur la planète. On en est loin. C'est dépister au moins 70% des femmes par un test papillomavirus au moins 2 fois dans leur vie, et c'est traiter au moins 90% des femmes qui ont été positives à un dépistage. Donc ça, c'est la stratégie de l'OMS. Diapositive. Alors, il faut savoir que 9 types de papillomavirus sont ciblés par le vaccin Gardasil, qui est le seul vaccin, Gardasil 9, qui est le seul vaccin à l'heure actuelle recommandé par la Haute Autorité de Santé. Il y a un deuxième vaccin qui est Cervarix, mais qui ne cible que deux HPV, qui sont les HPV 16 et 18. Et bon, je pense qu'il y a très peu de gens qui l'utilisent à l'heure actuelle. Ce vaccin, donc, ces types sont responsables au niveau anogénital de la majorité des cancers, 90% des cancers de l'anus, 90% des cancers de la vulve, 85% des cancers du vagin, 95% des cancers de l'anus. Dans l'anus, par exemple, c'est essentiellement du 16, et également de la majorité des lésions précancéreuses du col de l'utérus, 80%, et de 90% des condylomes génitaux qui sont liés au papillomavirus de type 6 et 11. Ce ne sont pas des virus à haut risque carcinogène, mais ils sont quand même responsables de lésions prolifératives qui sont très, très embêtantes. Alors, en France, la Haute Autorité de Santé n'a pas recommandé la vaccination pour les lésions ORL. Aux États-Unis, c'est recommandé en prévention des cancers ORL associés à HPV. C'est juste une indication. Ensuite, alors, l'INCa a fixé un objectif de couverture vaccinale contre les alors j'insiste, contre les papillomavirus. Ce n'est pas un vaccin papillomavirus, c'est un vaccin contre les papillomavirus de 80% avant la fin 2030. Alors, voici les données de couverture vaccinale, une dose qu'on a à la fin 2023, qui sont les données de Santé publique France. Alors, c'est intéressant. Regardez, vous voyez à gauche, ces petites filles, à 12 ans, eh bien, on a, fin 2023, une dose. 55% des petites filles qui ont été vaccinées après la première année de vaccination à l'école versus 38% avant le programme de vaccination. Donc, ces petites filles ont été vaccinées à l'école ou peut-être même vaccinées chez un pharmacien ou chez un médecin. Mais en tout cas, il y a eu une émulation, une stimulation pour vacciner les jeunes filles. Et à 15 ans, on a toujours les 55%, il n'y a pas de rattrapage. Donc, il faudrait pouvoir rattraper ces jeunes filles, puisque le rattrapage peut se faire jusqu'à 19 ans. Et personnellement, je souhaiterais que ça aille au moins jusqu'à 26 ans. Les garçons, vous regardez, à 12 ans, donc c'est à droite, à 12 ans, fin 2023, une dose a été administrée à 41% des garçons, et ce,
après la première année de vaccination à l'école versus 26% avant le programme de vaccination à l'école. Donc, il y a eu un boost effectivement avec la vaccination scolaire, mais probablement aussi parce que les chiffres, on a les chiffres, mais on n'a pas le chiffre distinctif entre l'école et puis ceux qui ont été vaccinés à l'extérieur. Et à 15 ans, on a toujours le même chiffre, 26%, d'où l'importance du rattrapage vaccinal. Donc, la couverture vaccinale en France est encore bien loin de l'objectif national et des objectifs européens et mondiaux. À titre indicatif, au Portugal, ils vaccinent à 95%. En Espagne, c'est 87%. Enfin, au Royaume-Uni, c'est 90%. Donc, on est quand même relativement loin des objectifs. Diapositive. Alors, chez les femmes pour lesquelles effectivement, enfin, chez les femmes qui sont susceptibles de développer un cancer du col de l'utérus, bon, il y a un autre moyen aussi de prévention de ce cancer du col de l'utérus, c'est le dépistage du cancer par frottis. Alors, ça les femmes qui sont vaccinées, les vaccins ne protègent pas à 100% de tous les types de papillomavirus. Donc c'est pourquoi, à l'heure d'aujourd'hui, même s'il y a des protections qui sont croisées, mais on n'a pas de données encore assez récentes, eh bien, il y a effectivement une prévention et cette prévention par dépistage concerne les femmes de 25 à 65 ans. On prélève au niveau du col avec, une petite un prélèvement cervico-utérin que les médecins peuvent faire ou les sages-femmes et de 25 à 30 ans, on va faire une cytologie classique. Pourquoi? Parce que les jeunes femmes sont encore beaucoup infectées, elles ont pas toutes éliminé le virus. Donc si on faisait un test papillomavirus, on aurait ce qu'on dit classiquement des faux positifs. C'est pas des vrais faux positifs, c'est positif, mais ça veut pas dire qu'il y a une lésion derrière. Donc on va faire une cytologie classique, alors que chez les femmes de 30 à 65 ans, on va faire un test, une recherche de papillomavirus à haut risque et là, on va le faire que tous les 5 ans parce qu'un test, le temps que si jamais votre test est négatif et vous faites infecter ultérieurement, eh bien, il faudra quand même quelques années avant que le virus éventuellement conduise au développement de lésions. Donc un test tous les 5 ans est largement suffisant. Alors par contre, ce qui est un peu embêtant, c'est que 58% des femmes seulement se font dépister en France. Alors, est-ce que c'est la faute des femmes? Est-ce que c'est la faute des médecins? Alors, c'est pareil, moi, j'ai un cas personnel, de mon entourage, une jeune femme, 38 ans, qui a 2 enfants, 4 et 2 ans et qui, était allée consulter son médecin parce qu'elle avait, des troubles, elle saignait. On lui a dit: «Bah, c'est votre stérilet» et 2 ans après, elle a un cancer invasif avec des métastases partout. Donc, je pense que le personnel médical aussi doit être informé et doit vraiment insister pour prévenir ces infections. On ne devrait plus voir de cancer du col de l'utérus à l'heure actuelle. Heu, toutefois, il y a que le cancer du col associé à HPV qui peut bénéficier d'un dépistage en population générale. Tous les autres cancers ne bénéficient pas de dépistage. Alors, il y a des études en cours pour l'instant pour essayer de voir s'il n'y a pas de stratégie efficace pour dépister les cancers de l'anus en l'occurrence. Alors, quid du préservatif? Eh bien, un préservatif, il y a eu plusieurs études. Bon, ça protège des autres, MST, mais la protection est insuffisante contre les infections HPV. Donc, vous pouvez toujours conseiller un préservatif, mais ce ne sera pas un bon moyen de lutte contre l'infection à papillomavirus. Diapositive? Diapositive. Alors, là, j'aimerais insister aussi 2 secondes. Il y a monsieur, Pascal Louis qui en a parlé il y a quelques instants. Je vais vous donner un exemple aussi qui date de la semaine dernière. Donc, le vaccin, il est recommandé de façon préférentielle, le vaccin HPV-9, pour ne pas le citer, c'est Gardasil 9 et la population cible, c'est 11 à 14 ans révolus, avec 2 doses, espacées de 6 à 13 mois. Un rattrapage possible de 15 à 19 ans révolus avec 3 doses à 0, 2 et 6 mois. Je vous donne un exemple. Une de mes jeunes amies qui a vacciné son fils. Il avait pas 13 ans, mais il en avait pas 11. Donc son médecin lui a fait la première dose et lui a dit: «On fait la deuxième dose dans 2 mois. On fait la deuxième dose dans 2 mois» et pour elle, elle connaissait les recommandations, heu, son médecin lui dit: Vous reviendrez pour une troisième dose». Il dit: «Mais j'ai pas besoin d'une troisième dose». «Si, vous avez besoin d'une troisième dose». Il s'était emmêlé les pinceaux entre l'âge et les recos. Donc lui, il était parti 13 ans, il était parti sur 15 à 19 et donc cette jeune femme va à la pharmacie lui dit:
Non, mais je suis désolée, je ne vous donnerai pas la 3e dose, puisque votre enfant a 13 ans, donc il a droit à 2 doses. Donc, vous imaginez le méli-mélo. Donc, je lui ai envoyé les recommandations. Elle est allée voir son médecin, elle est allée voir sa pharmacienne. Finalement, quid de bilan final? Eh bien, le gamin, il s'est tapé les 3 doses. C'est-à-dire que la 2e dose a été administrée moins de 5 mois après la première dose. En l'occurrence, a été administrée à 2 mois. Donc, une 3e dose a dû lui être administrée. Donc, ça, c'est un quoi qu'on ne devrait pas faire. Et c'est vrai que c'est compliqué, ces vaccins papillomavirus, mais faites bien, bien attention aux recommandations et ça a une importance capitale. Et ne pas mélanger les âges. Et de 15 à 19 ans révolus, donc jusqu'à 20 ans, 3 doses, 0, 2 et 6 mois, avec une 2e dose qui doit être administrée au moins 1 mois après la première dose et la 3e dose au moins 3 mois après la 2e dose. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous ayez en tête. Vous le mettez derrière votre comptoir si vous voulez pour ne pas les perdre à la formation. C'est vrai que c'est complexe. Alors, on l'a dit tout à l'heure, la vaccination, l'idéal, c'est de l'initier avant l'âge avant la première activité sexuelle. Donc, 11 ans, c'est pas mal. Ça va avec les calendriers vaccinaux dont vous avez parlé tout à l'heure. Et vous l'avez dit aussi tout à l'heure, pour connaître le nombre de doses, il faut tenir compte de l'âge à la première dose. Vous aviez pris l'exemple tout à l'heure d'une première dose à 11-12 ans et le gamin est revenu à l'âge de 19 ans. Eh bien, on tient toujours compte de l'âge à la première dose, d'accord? Et il n'y a pas de contre-indication à la vaccination, sauf éventuellement l'hypersensibilité. Diapositive. Diapositive. Alors, ces vaccins sont très, très efficaces et les premiers travaux ont été publiés par des Australiens. En Australie, ils ne se sont pas pris la tête, hein, ils ont pris le vaccin et ils ont vacciné. Alors, au départ, ils ont vacciné toutes les jeunes femmes, puis après, ils ont vacciné très rapidement les garçons. Et ils ont vacciné au départ avec un vaccin qui ciblait les types 6 et 11 qui sont responsables des verrues et les types 16 et 18 qui sont prédominants dans les cancers. Et vous regardez, entre 2007 et 2015, il y a eu effectivement une baisse de 93% des infections par le virus, moins de 10 ans après le programme vaccinal. De toute façon, ils n'auront plus de cancer associé à HPV dans très peu de temps. Diapositive. Excusez-moi, Oui, Christiane, il oui. vous reste 5 minutes. Eh ben, j'ai quasiment fini. Super, merci beaucoup. Oui, mais vous m'avez vachement perturbé, hein. Alors, ces vaccins sont très efficaces sur le cancer. Effectivement, il a fallu prendre des registres de cancer pour arriver à voir l'efficacité de cette vaccination. Et si on voit à droite, c'est une étude qui a été faite en Suède. En pointillé vert, ce sont les jeunes filles qui ont été vaccinées avant l'âge de 17 ans. En bleu, celles qui ont été vaccinées entre 17 et 30 ans. Et vous voyez qu'il y a une réduction de 88% pour les jeunes femmes qui ont été vaccinées, 53% pour celles qui ont été vaccinées entre 17 et 30. Donc, l'efficacité est formellement démontrée. Ensuite, c'est les cancers du col, évidemment. Diapositive. Diapositive. Cette vaccination est très bien tolérée. 130 pays au monde l'ont utilisée. On a quasiment 20 ans de recul, parce que ça a commencé en 2006. Plus de 500 millions de doses ont été administrées. Et cette vaccination est extrêmement sûre, on le sait à l'heure actuelle, sauf qu'il y a toujours des fausses allégations et des fake news, en particulier en France. Diapositive. Alors, bon, 6 types de cancers, vous l'avez compris, 7 000 nouveaux cas, on vaccine, on dépiste le cancer du col et à l'officine, eh bien, je ne vais pas en parler parce qu'effectivement, mes prédécesseurs en ont bien parlé. Diapositive. Alors, on identifie le patient, vous en avez parlé aussi tout à l'heure, lorsque les parents viennent acheter le DTCP, à l'occasion d'un traitement pour l'acné, j'ai mal à la gorge, madame, est-ce que vous pouvez me donner quelque chose? Pour des préservatifs, une pilule contraceptive, et on communique avec une recommandation assertive, et ça, c'est fondamental, tout en ayant bien sûr confiance en son discours. Diapositive. Je vous remercie de votre attention. Et si vous avez des questions, je peux vous en parler pendant des heures. Je ne vous ai pas donné mon adresse mail au cas où vous en ayez besoin. Oui, avec plaisir pour l'adresse mail. Il y avait une question concernant, très technique, le support, est-ce qu'il pourra être communiqué? Oui, il n'y a Oui, aucun merci. souci. Oui, je peux vous l'envoyer. Voilà. Sympathique, merci. Parce que Et puis, il y a une question
visiblement d'une consoeur qui a été, alors je traduis, hein, qui a atteint du HPV stade 3, subi une colonisation 1 an après son accouchement. Son fils a été contaminé lors de l'accouchement. Qu'en est-il de la vaccination? Alors, attendez. Donc, la dame, elle a quel âge? Alors ça, je ne sais pas préciser, je pense qu'elle est encore en ligne. J'ai mis le microphone, alors je ne sais pas si on m'entend ou pas. Oui, Très bien. oui. Alors, non, mon fils n'a pas été contaminé. J'ai 33 ans quand j'ai accouché et une année après, on m'a trouvé le stade 3 du HPV. Et donc, ce que je voulais savoir, c'est que lors de l'accouchement, est-ce que mon fils a pu être contaminé? Alors, en général, on peut, enfin, il y a des cas de contamination au moment de l'accouchement. Le problème, c'est que c'est entre le moment de l'accouchement. Alors, ce que je ne comprends pas, vous n'aviez pas eu de test de Alors, dépistage moi, avant l'accouchement? on m'avait trouvé le HPV, mais c'était au stade bénin. Donc, on m'a surveillé 2 années suivantes. On n'a plus rien trouvé. J'ai eu mon bébé. L'année d'après, pas ma sage-femme, mais mon médecin, ma gynécologue m'a refait un test HPV et là est tombé directement sur stade 3 agressif. Qu'est-ce que c'est Donc j'ai après fait ma stade? colonisation. Voilà, vous avez eu une CIN3, vous avez été colonisé, donc vous êtes guéri. Voilà, mais ce que je voulais savoir, c'est que entre le moment où il était là, il a disparu, Ah. il est revenu, est-ce que mon fils a pu à ce moment-là être contaminé lors de mon cas d'accouchement? Alors, je vais vous répondre assez facilement. En général, dans les lésions précancéreuses et cancéreuses, le virus, enfin une grande partie du virus est intégré à l'ADN de la cellule et il n'y a aucun risque de transmission. Par contre, si vous aviez eu, je vous ai montré des verrues génitales qui sont, ces verrues qui sont absolument épouvantables et qui sont liées à des bas risques, eh bien, il y a une possible contamination par ces virus et qui peut entraîner ce qu'on appelle une papillomatose laryngée. Mais ça n'a rien à voir avec le virus qui vous donne une CIN3. D'accord. OK, bah, merci beaucoup. Mais par contre, effectivement, bien vérifier et profiter pour, les jeunes femmes qui sont enceintes de vérifier parce que souvent, la grossesse entraîne un moment d'immunodépression et on peut avoir un test qui est négatif avant l'accouchement et qui peut se positiver après, lié à une espèce de réactivation du virus. Je pense Merci. on a fini les questions. Merci, professeur Mougin, pour cette explication très claire, hein, qui va nous inciter à être encore plus actifs sur ce domaine. Nordine? Oui, alors là, on peut passer à la dernière intervention. Donc, désolé, hein, effectivement, pour le peu de temps qui nous reste. Je te laisse la main, Maude. Eh ben justement, pour faire le lien avec tout ça, étant donné que vous avez des objectifs de couverture vaccinale très élevés, moi, je voudrais vous parler donc justement de comment proposer la vaccination contre le HPV au comptoir. Parce qu'aujourd'hui, vacciner aujourd'hui, c'est vraiment pour éviter les cancers de demain. Et vous avez vraiment ce rôle de santé publique à prendre en main. Et ce rôle de santé sociale est très important. Vous vous rendez bien compte qu'aujourd'hui, votre métier n'est plus centré que sur la dispensation de médicaments. Il y a vraiment toute cette relation clientèle-patientèle qui est essentielle pour que vous puissiez être reconnu comme l'interlocuteur privilégié et incontournable. Hein. Donc vraiment, pensez bien à impliquer et à vous impliquer, vous, dans la prise en charge du patient de A à Z. Aujourd'hui, combien de fois vous avez prescrit ou parlé spontanément HPV au comptoir? Dites-moi comme ça dans le chat pour qu'on puisse se rendre compte un petit peu de ce que ça peut donner. Hein, parce que tout à l'heure, Monsieur Louis le disait, oui, vous vaccinez. Néanmoins, on se rend compte qu'il y a quand même un certain nombre de résistances, hein, sur la prescription. N'hésitez pas dans le chat. Alors, vous m'entendez pas bien, me dit-on. Est-ce que c'est toujours le cas? Nous, on vous entend très bien, Maud. Ouais, Ok. a priori, ouais, c'est très bon. Oui, c'est correct. Alors, je continue. N'hésitez pas dans le chat. Les infos clés, on vient de les voir. Hein, donc, 8 personnes sur 10 infectées au cours de leur vie.
Tout le monde est concerné, quelles que soient nos orientations sexuelles, hommes, femmes. On a tous le risque d'y passer. Dans 9 cas sur 10, l'infection est spontanément éliminée par notre système immunitaire. Hein. Et puis, comme on disait, 25% des cancers touchent les hommes. Et puis, les condylomes affectent dans 50% des cas hommes et femmes. C'est des messages essentiels qu'il faut que vous ayez vraiment en tête pour pouvoir les transmettre à vos patients quand vous allez avoir des échanges avec eux. La vaccination HPV, c'est vraiment une mesure de prévention très efficace à l'adolescence pour éviter les cancers de demain. Hein, aujourd'hui, on a à peu près une couverture de 50%, alors qu'on est à 80% en Australie, Portugal, Espagne, Royaume-Uni, comme on le disait précédemment. Les chiffres sont beaucoup plus élevés. Les messages au sein de votre équipe. Hein, depuis août 2023, vous avez l'opportunité de prescrire, d'administrer ce vaccin, comme d'autres évidemment. C'est un vaccin anti-cancer mixte, donc que vous pouvez proposer. Vous avez là l'opportunité de proposer une solution. Hein, et avec le développement de notre nouvelle mission, vous pouvez aller dans cette prévention. Vous, pharmacien, vous pouvez le faire, comme le disait M. Louis tout à l'heure, mais toute l'équipe également doit participer au recrutement vis-à-vis de cette vaccination. C'est la mesure la plus efficace qu'on peut proposer aujourd'hui. Alors, quand en parler? Évidemment, lors de situations que vous vivez tous les jours, lorsque vous avez des ordonnances avec un rappel de DTPCA, l'ordonnance sur la vaccination de l'hépatite B, la dispensation de traitement pour les ados, donc tout ce qui va être acné, pilule contraceptive, pilule du lendemain, mais également pour les jeunes garçons. Hein. Donc là, l'âge est un peu plus élevé, on va jusqu'à 26 ans. Pareil pour l'acné, les préservatifs, et puis la pilule dans le lendemain pour leurs amis. Et on en parle aussi aux parents, on en parle aussi aux grands-parents. Il faut continuer parce que tout le monde peut avoir ce déclic pour derrière enclencher la vaccination de la personne. Pardon, Maud, excuse-moi, mais à l'écran, on a toujours la première slide en fait de la présentation. Je sais pas si. Ah bah alors, tu veux reprendre la main parce que moi, ça défile normalement chez moi. Oui, je peux reprendre la main. Désolée parce que je comprends pas. Alors j'arrête. Ah là, ça fonctionnait. Mais c'est pas bien grave, je vais reprendre le mien. Ah. Bah, je sais pas pourquoi. Alors, juste une seconde. Désolée. Les mystères de la. Donc, tout ça pour dire que, en gros, il faut que vous pensiez à toutes les occasions. Il n'y a pas d'occasion, toutes les occasions sont bonnes vraiment pour le faire. Il n'y a pas de questions à se poser. Est-ce qu'il est trop jeune? Est-ce qu'il n'est pas assez jeune? Est-ce que c'est la grand-mère? Est-ce que. Non. Dès qu'on a l'opportunité, on y va. Hein. Parfois, une ordonnance va permettre justement d'arriver sur ces échanges-là. Plus vous allez informer, plus vous allez prendre le temps d'informer votre patientèle, plus le message va être passé et plus on a de chance pour que la couverture vaccinale augmente, évidemment, demain. C'est cette opportunité que vous avez en main, donc il va falloir que vous saisissiez. Aujourd'hui, il faut aussi accepter que certains patients, parents de patients et autres, prennent le temps à la réflexion. Hein, évidemment, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Néanmoins, prenons le temps d'en parler et dans vos réunions d'équipe, prenez le temps de discuter entre vous pour voir quels sont les freins de certaines personnes de l'équipe, mais aussi quelle est la vision de chacun, parce qu'on se rend compte souvent qu'on a des personnes qui sont plus à l'aise que d'autres pour en parler. Hein, et puis comme ça, on peut réfléchir ensemble pour se motiver, pour s'objectiver et pour réfléchir à la mise en place. Tu peux y aller, Nordine, hein, tu peux encore avancer. Vas-y. Ok, vas-y, on va s'arrêter là. Donc, évidemment, on saisit toutes les opportunités. Et qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est être assertif. Assertif, ça veut dire quoi? Ça veut dire oser. Oser en parler et plutôt être dans l'affirmation plutôt que dans le questionnement.
il y a des trucs qui apparaissent, Nordine, là. Ouais. Donc, vas-y, tu peux mettre sur la slide suivante. On va être vraiment sur oser dire, en questionnant dans un premier temps pour comprendre quelles sont les craintes, comme le disait tout à l'heure Monsieur Louis, par rapport à cette vaccination. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans leur tête, de quoi ils ont peur, qu'est-ce qu'ils connaissent, qu'est-ce qu'ils ne connaissent pas. Hein, vraiment, il faut aller au questionnement. Donc, quelles sont les questions? Comment on écoute, on prend le temps de se concentrer activement sur tout ce qui va être verbal et non verbal. Hein, tu peux avancer, s'il te plaît, en allant creuser de l'information pour pouvoir derrière confirmer les informations que vous avez eues. Donc, comment on en parle? Pensez-vous bénéficier de toutes les vaccinations recommandées? On fait le point, on en parle. Puis-je vous dire là où vous pouvez agir? Êtes-vous à jour de vaccination? Je vous recommande, je vous conseille. Et derrière, les messages clés dont je vous parlais, près de 80% des personnes seront infectées par un HPV au cours de leur vie, quelle que soit leur pratique sexuelle. Donc, dans 10 à 20% des cas, cette infection peut évoluer vers des cancers invasifs au niveau anogénital et ORL. La vaccination HPV représente une mesure de prévention très efficace à l'adolescence pour éviter ces cancers HPV à l'âge adulte. Hein, et on peut rappeler les chiffres en Australie, au Portugal, au Royaume-Uni et autres, pour vraiment montrer qu'avec cette couverture vaccinale élevée, on a les risques de cancer HPV qui ont largement diminué. Hein, donc vraiment, vacciner aujourd'hui, c'est éviter les cancers de demain. Je pense que c'est des messages clés que vous pouvez vous mettre, vous, sur vos comptoirs. Comme le disait le docteur Mougin tout à l'heure, c'est voilà, les âges, on sait combien on fait d'injections, et ces messages, hein, oser vacciner pour éviter les cancers de demain. On nous dit qu'il faut traiter son interlocuteur comme on a besoin d'être traité, mais ce qui est encore plus important, c'est de s'adapter à lui, comment lui, il a besoin d'être traité. Donc, en fonction du questionnement que vous avez eu précédemment, des réponses que vous avez obtenues, vous allez pouvoir aller plus loin. Hein, avec certains, prenez le temps d'être court, clair, concret et convaincant, néanmoins ayant en tête que notre communication globale, c'est 7% les mots que nous utilisons et à 93%, le volume de notre voix, notre intonation, nos sourires, nos gestuels, et tout ça, ça inclut énormément de différences dans ce qui va se passer comme message. Hein, donc, n'hésitez pas, quand vous êtes au comptoir, à commencer par une question ouverte. Par exemple, où en êtes-vous de votre vaccination? Vous pouvez afficher les calendriers vaccinaux sur vos plexis, sur vos ordinateurs, en demandant « êtes-vous à jour ?» N'hésitez pas, posez-nous des questions. Et ensuite, votre discours. Je vous recommande alors de vous vacciner ou de faire vacciner votre enfant. Sachez que les pharmaciens peuvent prescrire et administrer, hein, évidemment. Près de 80% des jeunes filles et des garçons seront infectés par ce virus. Ici, nous sommes particulièrement mobilisés, hein, contre le papillomavirus. Donc, en Australie, la couverture vaccinale. Et vu que vous avez, ou vu que votre enfant, il a au moins 11 ans, et qu'il ne l'a pas encore fait, je vous propose, assertivement, je vous propose de réaliser maintenant à l'officine. Concrètement, voilà comment ça va se passer. Vous lui expliquez les choses, vous l'emmenez avec lui et vous lui permettez de le faire immédiatement. On peut continuer. Ensuite, lors du questionnement, on entend les craintes et on continue à savoir qu'est-ce que vous savez des bénéfices. Hein, on rassure la personne. Je sais que vous avez toujours été très attentive depuis la naissance de votre enfant sur sa santé, sur celle de votre famille. Aujourd'hui, cette vaccination représente une mesure de prévention très efficace à l'adolescence pour éviter les cancers à l'âge adulte. Que savez-vous de cette vaccination? Quelle est votre vision de la vaccination? Dites-moi, ça m'intéresse. Quelle est votre opinion sur ce vaccin? Donnez des brochures. Laissez-leur le temps aussi, hein, pour qu'ils puissent lire, s'intéresser, comprendre et revenir. Vous êtes quand même aujourd'hui
ce commerce qui est ouvert sur des plages horaires énormes, quasiment toute la semaine, au moins 6 jours sur 7. Donc, n'hésitez pas à leur dire de revenir vous voir, de vous appeler, de reparler aussi à leur médecin. L'idée, c'est que oui, vous puissiez vacciner, mais c'est surtout que la couverture vaccinale augmente. Donc, si vous avez fait 90% du travail et que derrière, finalement, c'est le médecin, c'est le pédiatre qui va vacciner, tant mieux. On est vraiment dans cette augmentation de notre objectif. Donc, pensez, prenez le temps de répondre aux questions lors aussi d'échanges à venir. On peut continuer, merci. N'hésitez pas aussi à mettre dans le point de vente des affiches, vas-y s'il te plaît, que vous pouvez pouvoir mettre au comptoir pour expliquer ce qu'est le papillomavirus, comment ça se passe, qu'il n'est jamais trop tard pour vacciner, qu'il faut y aller. Ça va permettre aussi à certaines personnes d'oser vous poser des questions. Et puis, ça leur donnera aussi des outils pour continuer la réflexion chez eux, hein, pour qu'on puisse également revenir demain ou après-demain, venir à l'officine, faire vacciner ses enfants. Donc, maintenant, c'est vraiment à vous de jouer. Tu peux avancer, s'il te plaît. C'est à vous de jouer pour pouvoir éviter ces cancers de demain. Il faut que vous vous lanciez. Pour ça, par exemple, donnez-vous des objectifs. Un objectif, je rappelle, ça va être SMART, spécifique. Donc, la vaccination HPV, mesurable. Avant l'été, je veux mettre en place X vaccins, ou au moins en parler à toutes les personnes qui, réalistes, donc donnez-vous des choses qui vont être atteignables et possibles avant l'été. Hein, et puis, temporel. Là, on est mi-mai, avant l'été, avant le 14 juillet, j'en sais rien, avant les JO. N'hésitez pas à vous donner des objectifs, parce que si dit on va le faire, on peut toujours reporter à demain. C'est à partir d'aujourd'hui, à partir de cette visio, j'ose en parler à toutes les personnes qui rentrent à l'officine et qui ont des enfants de 11 ans, à toutes les fratries. Et puis même si vous avez encore peur, parce que vous dites que ce n'est pas évident, que vous avez peur que ça parle de sexualité haute, il faut désexualiser ce vaccin. Et puis, c'est en osant que vous allez vous rendre compte que c'est un message qui passe. Aujourd'hui, on a beaucoup d'enfants, d'adolescents et de parents qui ne savent pas, qui vont oser poser des questions quand vous allez leur en parler. Et justement, vous, en vous entraînant, en recommençant, ça va devenir de plus en plus naturel, facile. Et évidemment, on va reprendre cette fameuse phrase, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Donc, c'est 100% des pharmaciens et des équipes officinales qui vont pouvoir en parler, qui vont pouvoir obtenir cette augmentation de cette couverture vaccinale. Oui, tout le monde ne va pas vouloir le faire tout de suite, pas immédiatement. Acceptez de ne pas convaincre tout le monde, mais vraiment, faites votre travail préventif au mieux dans cet esprit de vacciner aujourd'hui pour éviter les cancers de demain. Voilà les messages qu'on voulait vous faire passer. Évidemment, j'ai été très vite pour essayer de passer l'essentiel des choses. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais regarder un peu ce que vous avez mis dans le chat. Alors, je vais vous remettre les liens. Ou peut-être que si Nordine, tu transmets les éléments, on peut mettre les liens pour les brochures. Ça sera peut-être plus facile, comme ça tout le monde aura tous les éléments. Oui, tout à fait. Je me mettrai en lien avec Dalila, donc de l'URPS, pour qu'on puisse mettre à disposition l'ensemble des éléments. Et puis pour répondre à la dernière question sur les LGO, j'ai rendez-vous avec plusieurs d'entre eux en fin de mois pour justement les sensibiliser à nous mettre des outils de fenêtrage pour interpeller les patients au bon moment, suivant des critères qui seront déterminés. Donc, il existe déjà des choses, mais je les réunis dans 15 jours pour voir ce qu'on peut améliorer encore sur cette aide à l'interpellation des gens. Donc, on est dessus, mais posez-leur la question déjà, vous, à votre LGO spécifique, ce qu'il a déjà travaillé. Mais il y a moyen de faire mieux, c'est sûr. On va s'en occuper. Il y a une question sur la vaccination des adultes. Christiane, si vous êtes toujours en ligne, peut-être que vous pouvez répondre. Oui.
J'aimerais dire qu'aux États-Unis, en l'occurrence, la vaccination est recommandée jusqu'à 26 ans, voire on peut se faire vacciner jusqu'à 46 ans. Je n'ai pas insisté parce que j'avais plus beaucoup de temps, j'étais un peu perturbée avec le diaporama, en l'occurrence. Les garçons dits homosexuels peuvent être vaccinés jusqu'à 26 ans. Sachant que, bon, un garçon homosexuel qui a droit à un rattrapage jusqu'à 26 ans, il aura déjà sûrement été contaminé. Et l'Académie de médecine ainsi que de très très nombreuses associations de cliniques, que ce soit en infectieux, en gynéco-obstétrique, en pédiatrie, ont signé donc, on va dire une pétition entre guillemets au sens large pour les autorités de santé pour demander effectivement que la vaccination ne soit plus liée à la sexualité à proprement parler, comme elle l'était genrée dans le temps. C'est-à-dire que dans le temps, on vaccinait les jeunes filles et on vaccinait pas les garçons. Alors, ne me demandez pas le pourquoi du comment. Moi, je me suis battue toute ma vie pour qu'on vaccine filles et garçons. Je n'ai pas eu le succès attendu. Il a fallu attendre 2019 pour qu'on ait des recommandations pour vacciner les garçons. Et maintenant, on attend effectivement de pouvoir éventuellement vacciner jusqu'à 26 ans, sachant qu'effectivement, le rattrapage se fait jusqu'à 19. Et moi, je fais encore des cours à des étudiants à l'heure actuelle. Et il y a des jeunes filles qui ont 20 ans qui n'ont pas eu de rapport sexuel. Alors, elles peuvent se faire vacciner, mais ça ne sera pas pris en charge par la sécurité sociale ni par la mutuelle. Donc, on est très nombreux à se poser la question de savoir, ne faut-il pas effectivement pousser la vaccination jusqu'à 26 ans? Il y a même un grand nombre de médecins gynécologues qui vaccinent après avoir réalisé une conisation. Parce qu'effectivement, on peut avoir quelques récidives après avoir été conisé une première fois. Donc ça, Madame Touvio, faites attention, vous faites bien suivre. Et donc, je pense que c'est très, très, très important. Et deuxièmement, j'aimerais répondre aussi à la jeune dame qui vient de parler. Vous avez parlé des cancers, des cancers, des cancers. Vous n'avez pas parlé de ces condylomes qui sont quelque chose d'absolument épouvantable et éprouvant pour les jeunes. Donc, je pense qu'il faut aussi parler de ces potentielles lésions de toute façon, même à la pharmacie. Je crois que c'est important. Puis, comme vous l'avez dit, il faut surtout bien désexualiser cette vaccination parce qu'en fait, ce qui a posé problème en France, c'est que la première recommandation, c'était on vaccine à tel âge sous réserve que la jeune fille n'ait pas eu de rapport sexuel ou des rapports sexuels dans moins de l'année écoulée, etc. Donc, en fait, il y avait toute une histoire de sexe là au milieu. Et aller convaincre les parents qu'il faut faire vacciner des gamines avant même qu'elles aient des rapports sexuels pour des maladies qui vont avoir lieu, qui vont se développer beaucoup plus tard, bon, c'est pas terrible. Et en plus, je crois que ce qui est important et c'est une notion qui est importante parce qu'il y a moi, j'ai pas eu le temps de tout vous raconter, mais il y a une espèce de temps qui s'écoule entre l'infection, le développement des lésions précancéreuses et le cancer. Et plus on a des rapports précocement, plus le risque éventuellement de développer des lésions précancéreuses et cancéreuses est précoce. Et si vous n'avez pas de rapport avant l'âge de 20 ans, pourquoi ne pas vacciner ces filles qui n'ont jamais eu de rapport, hein? C'est complètement idiot, à mon avis. Alors, elles peuvent se faire, elles peuvent se faire vacciner. Il faut qu'elles fassent la demande au médecin en disant ben, j'ai 20 ans, je ne suis plus dans les recos, est-ce que je peux quand même avoir mon vaccin? Vous demandez ça aussi à la pharmacienne. La pharmacienne peut vous dire oui, vous pouvez avoir votre vaccin. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, enfin, pour l'instant, ce n'est pas pris en charge. Et à titre indicatif, pour une petite histoire, je viens d'avoir le président de la Ligue contre le cancer de Tours, donc dans la région, je ne sais plus laquelle, eh bien, ils ont fait enfin, ils sont en train de vacciner des jeunes filles qui sont à la faculté, qui n'avaient pas été vaccinées. Elles n'ont pas été vaccinées pourquoi? Ils ont fait un questionnaire parce que les parents ne voulaient pas quand elles étaient petites, ou parce qu'elles avaient peur, ou parce que ça coûtait cher. Et donc, ils ont fait une enquête et là, pour l'instant, il y a 40 jeunes filles qui se sont inscrites à la faculté pour être vaccinés. Et c'est la Ligue contre le cancer qui prend en charge intégralement le coût de la vaccination. Donc, il y a beaucoup de démarches qui sont faites. Et il y a ces recommandations, elles valent ce qu'elles valent. Mais bon, je pense qu'il est possible que allez, on va être optimiste, dans les 2 années à venir, on soit susceptible de pouvoir vacciner jusqu'à 26 ans, c'est-à-dire éviter de faire cette vaccination sexualisés, enfin, ces rapports homosexuels chez les hommes.
Je trouve ça un petit peu… Voilà. Donc, c'était juste pour vous redire qu'effectivement, on n'est pas encore sorti de la vaccination avec toutes les recommandations en bonne et due forme. Merci beaucoup, Christiane, pour cette réponse très claire. Je pense que voilà, on peut peut-être envisager de conclure la réunion. Je tenais quand même à remercier l'ensemble du comité organisationnel, URPS et Ordre évidemment, les intervenants pour la clarté de vos interventions et de votre disponibilité. Je remercie également les participants en espérant qu'on aura répondu en tout cas à un besoin. On l'aura entendu en haut des cours de ces différentes présentations et des échanges. Il y a encore pas mal de choses à faire en matière de prévention HPV en France. On est effectivement quand même assez en retard par rapport à certains de nos pays européens et même à l'international. Donc voilà, on vous invite effectivement, pharmaciens d'officine, à vous emparer pour le coup de cette nouvelle compétence qui s'offre à vous aujourd'hui pour effectivement essayer d'améliorer la santé publique sur les territoires. S'il n'y a pas de questions complémentaires, je vous remercie donc. Je peux faire un petit commentaire, hein? Oui, allez-y, Christiane. Un dernier mot de conclusion. Oui, un dernier mot de conclusion. Simplement, je voudrais donner mon adresse mail parce qu'il y en a peut-être qui auront envie de me poser des questions. Donc, c'est tout en minuscule, Christiane, avec un seul N, point Mougin, MOUGIN, @univ, univ-fconte, FCOMTE.fr. Oui, Madame Prosdram a du mal. Donc, christiane.mougin@univ-fconte.fr. Mais je mettrai mon adresse mail sur le diaporama, d'accord? Je vous l'ai mis dans le chat, Christiane. Voilà, on l'a Que rajouté tout dans le le monde chat. puisse D'accord, si copier vous l'avez mis l'adresse. dans le chat, c'est parfait. Et puis, n'hésitez pas à me contacter, je suis à votre disposition. Et je regrette qu'une chose, c'est d'avoir été obligée de parler que 15 minutes parce que c'est une pathologie qui est ultra compliquée, on ne comprend pas tout. Et entre les conisations, les pas conisations, qu'est-ce qu'on fait après? On est jeune, on n'est pas jeune, c'est un cancer de la femme jeune, le cancer du col. Les cancers ORL, méfiez-vous-en, en particulier les jeunes hommes. Regardez sur Internet tous les commentaires qu'il peut y avoir. C'est une vaccination qui est ultra sécure et tout le monde s'y est mis en France. Les sociétés de pharmacovigilance ont montré qu'il n'y avait aucun risque associé à cette vaccination, si ce n'est les risques associés au vaccin classique, c'est-à-dire on a un peu mal au bras, etc. Bon, parfois on peut avoir tendance, surtout quand on est un peu plus jeune, à avoir un espèce de petit malaise, pas se sentir bien. Donc ça, c'est une chose pour laquelle on n'a pas véritablement insisté. Le premier orateur en a parlé. Si vous vaccinez, donc il faut une pièce correcte, mais installez très correctement vos enfants, vos ados dans un siège qu'ils ne tombent pas pour qu'ils puissent éventuellement se rattraper. Donc, il peut faire un petit malaise vagal et ça, faut quand même le savoir et il faut qu'ils soient installés confortablement et l'idéal, c'est à la limite de l'allonger 15 minutes après la vaccination. Ça, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas véritablement insisté aujourd'hui. Voilà, et je vous remercie tous de m'avoir subi. C'était un plaisir, Christiane. Encore merci. Merci, Merci à tous. Merci à toutes et tous. Bonne journée. Merci. À vous merci, deux. merci. Au revoir. Au revoir.